Voilà, nous avons aujourd'hui trois sujets qui sont déjà avec nous, mais déjà sur ce plateau. Nous avons déjà nos deux invités. Je demande aux autres invités qui sont déjà de pouvoir s'avancer parce que les débats commencent. Commençons d'abord par cette lutte acharnée contre la corruption en République démocratique du Congo et dans d'autres États d'Afrique. Ce qui témoigne la rencontre hier à Pullman Hotel entre les différents inspecteurs généraux des finances de la RDC et d'autres États d'Afrique pour pouvoir combattre ces fléaux. Et ils ont pris comme stratégie sensibiliser la jeunesse pour pouvoir combattre la corruption. Suivons d'abord ce reportage et on revient sur ce plateau. Cet arrêt de travail est justifié par le non-respect des accords de Bibois signés par le gouvernement concernant l'amélioration des conditions de vie des professeurs des universités et instituts supérieurs. La corruption, ces fléaux freinent l'élan du développement de plusieurs pays africains. En cette journée du 9 décembre, le Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique, FIGE, a réuni 12 pays membres dont l'IGF RDC, pays hôte. Converger les idées et réalisations de chaque pays en matière de la lutte contre la corruption sous le thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs » et les leitmotivs de cet événement organisé sous les auspices du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a rehaussé sa présence cette cérémonie, ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de la première ministre Judith Suminwa et les membres de son gouvernement et autres autorités tant nationales qu'internationales. Prenant la parole à l'ouverture, le chef des services de l'IGF, Jules Alingué-Tekei, a donné l'état des lieux de la corruption RDC tout en observant une minute de silence en mémoire de son adjoint Victor Batubinga Pandamaldi, décédé le mois dernier. La République démocratique du Congo, à travers l'inspection générale des finances, a le réel plaisir de vous accueillir à Kinshasa pour cette conférence panafricaine qui réunit les institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif et en profite pour vous remercier pour les choix portés sur elle au mois d'octobre 2024 à Luanda, en Angola, afin d'assumer la vice-présidence de notre organisation à côté de la République sœur d'Angola qui en assume la présidence jusqu'en 2026. Le secrétaire exécutif du FIGE a également fait son allocution. C'est un privilège pour moi et mes collègues du FIGE d'être ici à Kinshasa aux côtés de l'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo pour nous mobiliser tous contre la corruption. L'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo est un membre important du FIGE qui occupe une place prépondérante dans notre organisation ces dernières années. Et c'est d'ailleurs en reconnaissance de sa contribution active au Forum des inspections générales d'État d'Afrique et au bilan impressionnant de ses réalisations en République démocratique du Congo que la 9e Assemblée générale qui s'est tenue à Luanda en octobre 2024 a élu l'inspecteur général des finances, M. Jules Alingué-Tekei, à la fonction de vice-président du comité directeur. Cette même Assemblée générale a désigné Kinshasa comme le lieu d'organisation de la 10e Assemblée générale du FIGE en 2026. Cette Assemblée générale portera un symbole particulier puisqu'elle coïncidera avec la célébration du 20e anniversaire de la création du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. Félix Tshisekedi, qui a placé l'inspection générale des finances sous son autorité directe à travers cette conférence, attend des avancées significatives sur la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. C'est avec honneur et surtout une profonde espérance que je m'adresse à vous en cette journée internationale de lutte contre la corruption placée sous le thème « La mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption ».
Permettez-moi d'abord de saluer chaleureusement la présence et l'engagement du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. Votre travail patient, exigeant, parfois difficile, constitue un rempart essentiel contre ce fléau qui gangrène tant de sociétés et qui touche particulièrement, hélas, les pays en voie d'émergence comme le nôtre. Pour présenter à l'Afrique les cultures congolaises, le Ballet national a exhibé des pas culturels de nos différentes ethnies sous les ovations du chef de l'État et du public. Voilà, nous revenons sur ce plateau avec nos 4 invités déjà avec nous. D'abord, à ma gauche, Souleymane Onehesse, analyste politique. Souleymane, bonjour. Bonjour, M. Gustave. Patrick Moukadi, journaliste. Patrick, bonjour. Bonjour, Gustave Chiboum. Et à ma droite, docteur, professeur Dadi Saleh, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Et à sa droite, nous avons Archip Ntala Kabongo, ingénieur et analyste politique. Archip, bonjour. Bonjour Gustave, merci. Merci d'être le nôtre ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous venez de suivre ce reportage sur la lutte contre la corruption. Hier, 9 décembre, c'était la journée internationale des luttes contre la corruption. Je commence avec vous, professeur Dadi Saleh. Vous avez suivi et l'activité en question et les reportages de tout à l'heure. Quelle appréhension faites-vous sur les thèmes choisis, la mobilisation de la jeunesse pour lutter contre la corruption? La mobilisation de la jeunesse, je pense effectivement que les jeunes suivent un peu l'exemple des vieux, jusqu'à preuve du contraire, ce qui fait que c'est difficile de mobiliser la jeunesse si on la mobilise en théorie. La jeunesse devait être mobilisée, je ne dirais pas par elle-même, mais aussi par elle-même, mais aussi par des effets induits par les aînés. Ça peut être des aînés scientifiques, des aînés politiques, surtout les aînés en tant que leader. Un leader, c'est celui effectivement qui montre le chemin, qui emmène. Donc la jeunesse est amenée, si la jeunesse est amenée par les gens corrompus, comme ça a été dit pendant les états généraux de la justice, ben écoutez, quel que soit ce que vous allez répéter, cette jeunesse-là va suivre la voie de la corruption. Ça c'est sûr, je précise, c'est d'abord scientifique, c'est sûr et certain. Quelles que soient toutes les théories que vous allez donner, tous les enseignements que vous allez donner, si in fine, quelqu'un pense que pour être sénateur, il faut que j'arrive à corrompre les députés provinciaux, je leur donne de l'argent et des jeeps, et il n'y a pas de conséquences. Si quelqu'un pense que pour être un cadre ou bien DG d'une institution publique ou bien d'une entreprise, il faut arriver à avoir entre guillemets des parapluies, à vrai dire, parapluie signifie corruption. Totalement, il n'existe pas de parapluie, ça signifie corruption morale ou bien d'une façon ou d'une autre. Si quelqu'un pense qu'il doit avoir des matricules ou bien avoir des postes et que pour cela il doit suivre la voie d'une autorité morale ou bien d'un parti politique, c'est de la corruption. Donc je pense effectivement que nous avons deux petites notions. On a la corruption sur le plan structurel, on a la corruption sur le plan opérationnel. Alors on ne peut pas traiter une question de corruption structurelle par une solution de corruption opérationnelle. Et c'est ça un peu la tendance. Mais en général, les dires sont assez acceptables. Mais en connaissance des causes, oui, qu'on a trouvé qu'aujourd'hui, la corruption gangrène la société, les entreprises, les organisations. Mais on veut combattre la corruption et on dit on va mobiliser la jeunesse. Vous ne pouvez pas louer ces efforts-là parce que vous êtes professeur, vous savez, on commence toujours quelque part. Oui, le malheur, c'est que ça fait 60 ans que quelqu'un commence toujours quelque part. Non, je suis plus d'accord avec cette théorie de on commence quelque part. Le pouvoir exécutif, c'est pour exécuter. Raison pour laquelle je continue fermement à féliciter certaines actions. Parce qu'on félicite quand il faut féliciter.
Là, nous avons pour moi les ministres d'État de la justice, bien sûr avec le président de la République, automatiquement il fait partie de son gouvernement. Donc, je le félicite pour l'application de la peine de mort, ça n'engage que moi. Non, mais nous ne sommes pas là. Oui. Mais il a commencé quelque part. Non, effectivement. Quand il est arrivé, il a commencé. Non, effectivement. C'est ce que je suis en train de dire. Non, effectivement. La loi sur la peine de mort existe depuis des années en République démocratique du Congo. Là, vous êtes sur la peine de mort. Moi, je suis sur les différentes mesures qu'il a prises. Non, ça n'avait rien à voir avec cet aspect. Il prend un aspect, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, c'est-à-dire en management, il y a la priorisation, ce qui est tout à fait normal. On commence par quelque part, le temps de préparer d'autres dossiers, c'est normal. Il n'y a rien de spécial. D'ailleurs, ils sont payés pour ça. C'est ça qui est le vrai problème. Vous savez que tout le monde qui se trouve dans le pouvoir exécutif est payé. Ils ne nous font pas des cadeaux. Est-ce qu'on vous a dit le président de la République, le ministre et les députés nous font des... Bon, les députés sont dans le pouvoir judiciaire, restons dans le pouvoir exécutif. Ils ne nous font pas de cadeaux. On n'a pas besoin de leurs promesses. On a besoin de leurs actions au quotidien. C'est ce qui s'appelle exécutif. Ce n'est pas un pouvoir philosophique. Ce n'est pas un pouvoir de pensée. Ce n'est pas un pouvoir je vais commencer quelque part. Dès que tu entres au pouvoir le premier jour, ça va, nous n'avons besoin que de vos actions. Pas j'ai planifié, j'ai sorti un plan de la nation. Mais c'est quoi cette histoire-là? Donc vous pensez qu'avec la mobilisation de la jeunesse, ça ne va pas réussir? Je dis ceci, je ne suis pas contre la mobilisation de la jeunesse. Je dis tout simplement qu'on peut passer tout son temps à mobiliser si en pratique c'est la corruption qui est une sorte de mode de vie, donc, alors ça ne sert à rien. C'est un peu comme si on jetait de l'eau sur des canards. Qu'on mobilise d'abord les grands. Écoutez, qu'on mette en prison tous les gens qui facilitent la corruption. Commençons par les hauts niveaux. Je vous ai parlé des députés. Le président lui-même l'a dit, c'est pas moi. Nous l'avons dit. Il a dit effectivement qu'il y a eu corruption au niveau des sénateurs. Nous savons que les machines à voter, ça va. Tout ce que nous savons, les gens, une liste de 70 personnes étaient là. Et toutes ces personnes-là sont en train de tourner aujourd'hui et ont des postes. Alors, quel est l'exemple que nous donnons? Si nous avons, le ministre d'État de la Justice l'a dit, si nous avons des gens qui ont volé l'argent de l'État congolais et passent dans des chaînes de télévision en train de raconter des histoires, ils sont libres et à vous dire ça devient des modèles. Donc vous avez les corrompus et les corrupteurs qui deviennent des modèles pour la société. Donc quelle que soit la sensibilisation, alors qu'ils doivent subir la rigueur de la loi, et c'est ça la meilleure façon de lutter contre la corruption. D'accord, professeur. Et Patrick Moukadi, lutte contre la corruption, il faut mobiliser la jeunesse, et la jeunesse africaine en particulier, bon, la jeunesse africaine, la jeunesse de la RDC en particulier. Êtes-vous d'accord avec ce combat? Est-ce qu'avec la jeunesse, on peut parvenir à en finir avec la corruption? Merci beaucoup, Gustave. Je dois déjà dire que, en partie, j'ai apprécié la première réaction du professeur Dadi Saleh, parce que je dirais même que il m'a volé quelques idées que j'avais. Il a eu la chance d'avoir la parole. Dites carrément sans obliger. Non, je vais ajouter un élément. Je vais ajouter quelques éléments. Ouais. Le thème, c'est la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Je suis d'accord avec le thème, mais ma question, c'est comment vont-ils le faire? Parce que la jeunesse, c'est quand même trop vague. On doit commencer quelque part. Les quelque part là, c'est où? Point d'interrogation à ce que moi je sache. J'ai vu dans le passé Jules Alinguete organiser des rencontres avec la jeunesse à tous les niveaux, dans les écoles, aux universités, dans tous les milieux. C'était justement c'était pour appeler la jeunesse, les jeunes, à comprendre, des bonnes pratiques. Oui, à des bonnes pratiques. Mais moi, devant les professeurs, d'ailleurs, moi je l'ai dit, je souhaiterais que ce genre de démarche, qu'on n'amène pas ça comme un thème et on pousse nous autres à réfléchir comment ils vont y arriver. Moi, j'aurais souhaité qu'on en fasse tout un programme dans les... Il y avait des panels. Dans le système. Oui, il y a des panels. Il y a des panels, je ne refuse pas. Ont exposé, il y a eu des questions. Je ne refuse pas, Gustave, mais moi, je souhaiterais que ça soit tout un programme qu'on doit imposé dans les écoles, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, où on doit apprendre à un enfant de l'école maternelle que voler n'est pas bon. On nous a montré ici que voler n'était pas bon, toute une danse avec les mains derrière les dos. On doit apprendre à cet enfant... Voler n'est pas bon, corrompre n'est pas bon, accepter la corruption? Non, refuser la corruption sous toutes ses formes. Voilà. Quand déjà, à l'école maternelle, moi je vais donner un exemple, Gustave, vous savez que je suis quelqu'un qui aime trop les films.
Une fois, je suivais un film, et je vais aller trop vite. Je suivais le film d'un parent, d'un couple qui s'est séparé. Devant la justice a donné raison à l'homme. Par conséquent, l'homme est resté avec l'unique enfant qu'ils avaient. Mais le papa ne pouvait pas tout faire ce que la maman faisait. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, papa est allé chercher l'enfant à l'école. Il prend l'enfant. En cours de route, l'enfant voulait se soulager, faire pipi. L'enfant commence à déranger son papa. Papa, je vais faire pipi, papa, je vais faire pipi. Papa dépassait par son téléphone, comme à chip. Hein. L'enfant et papa dépassait par son téléphone. Il finira par dire à son fils, bon, écoute, va faire pipi là au coin. Ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. L'enfant va faire pipi dans la rue. Le lendemain, ça se répète. Le lendemain, ça se répète. Un jour, l'enfant se retrouve en classe. L'enfant se trouve à l'école maternelle. En classe, la maîtresse, débordée par les bruits de ses amis, de ses collègues, l'enfant voulait faire pipi. Elle est partie voir la maîtresse une fois, deux fois, trois fois. La maîtresse n'a pas donné de solution à l'enfant. L'enfant trouvait un coin dans la classe, il a fait pipi. Devant ses amis, c'était un scandale. C'était un scandale de constater qu'il y a un enfant qui fait pipi en classe. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand on amène une démarche du genre mobiliser la jeunesse et qu'on en fait tout un programme dans des écoles, ça va interpeller, et ça va rester dans l'image, dans la conscience des enfants depuis l'école maternelle que voler n'est pas bon. Ici chez nous, les professeurs venaient de le dire, on a fait de la corruption toute une institution. On a fait de la corruption... Mais je suis allé d'avancer, j'avance. On a fait toute une institution. On en a fait toute une institution. Il y a de ces gens qui se sont permis, qui s'appelle corruption, non? Oui, ça s'appelle la corruption, la rétrocommission. Et aujourd'hui, nous connaissons tous. Je peux retourner un tout petit peu loin en arrière. L'affaire 52 millions de la SNEL venue de Congo-Brazzaville. Où est-ce que nous en sommes? 30 millions ou 50 millions, je peux me tromper dans les chiffres, 32 millions. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qu'on a fait de tous les noms qu'on a cités dans cette histoire? On n'a rien fait. Et en retour, nous avons constaté qu'il y avait un dirigeant qui avait démissionné. Avec la jeunesse, ça ne va pas aller. Avec la jeunesse, comme l'a dit le professeur, comme l'a dit les professeurs, cette jeunesse ne peut avoir de bons exemples, ou encore cette jeunesse peut se lancer dans la vraie lutte de corruption, si seulement si ceux-là qui pratiquent la corruption aujourd'hui sont mis, ils sont incarcérés, ils sont sanctionnés sévèrement. On ne peut pas, là aussi c'est un problème, chaque fois qu'on a cité des noms dans des histoires de corruption, il y a le président qui vient pour balayer tout ce que la justice a fait ou bien tout ce que l'IGF a donné comme élément de preuve. Ça aussi, ça tue. Je me rappelle... Vous n'avez pas la preuve. Non, mais le président a parlé dans l'histoire de... Il n'y a pas longtemps, dans l'histoire... Il n'y a pas longtemps, Gustave, dans l'histoire de Nicolas Kazadi, le président de la République a dit que, attention, c'est quand même un parent, il ne faut pas aller... Attendez. Mais il a cité... Écoutez, ne faites pas de l'amalgame. Gustave, tu n'as pas suivi? S'il vous plaît. Tu n'as pas suivi? Écoutez, dans l'affaire des moutons, le président de la République en a dit. Écoutez-moi, ne faites pas de l'amalgame. Si on a l'autre Kazadi a été en prison ou il n'a pas été en prison. S'il vous plaît, Nicolas Kazadi n'a pas été interpellé. Je ne dis pas qu'il était en prison. Je ne dis pas qu'il était en prison. S'il était devant les cours et tribunaux où il y a eu un arrêt le condamnant et que le président a interféré pour dire non, laissez ceci, oui, vous pouvez le dire. Il faut faire très attention lorsque vous parlez. Vous dites non, le président est intervenu. Il n'a pas parlé. Non, sur le dossier histoire de Mouté, il n'a pas parlé. Sur le dossier Nicolas Kazadi n'a pas parlé. Ou soit nous suivons deux médias différents devant Gustave. Alors. La justice est indépendante. Et mais cette justice fait quoi jusque-là? Elle fait quoi? Aucune loi ne dit que pour trancher, il faut revenir sur ce que tel ou le président a dit dans un média ou dans une interview. Non, ce n'est pas une référence pour trancher. Il faut faire
Moi, j'ai suivi dans les passés, Gustave, chaque fois que le président de la République a parlé... S'il vous plaît, ne faites pas de l'amalgame. Ce n'est pas de l'amalgame. Il y a Suleiman qui est à mes côtés qui confirme l'information. Il est qui? Il est analyste politique comme vous. Oui, voilà. Alors, mais nous sommes déjà à 2 contre 3 seuls. Nous sommes à 2 contre 3 seuls. Vous êtes jeune aussi. Voilà. Un combat qui vous concerne, lutter contre la corruption. On vous mobilise et on pense que vous pouvez, vous, bien combattre la corruption. Comment vous réagissez à tout ce qui a été dit dans les forums organisés pour la circonstance, mais aussi, vous avez suivi les uns les autres? D'accord, merci beaucoup pour la parole. Déjà, dès d'entrée de jeu, je comprends... comment dirais-je, Patrick, comment il réagit par rapport à la corruption, et je crois que vous avez essayé un peu de lui recadrer par rapport à ce qu'il venait de dire, parce que vous lui avez demandé même c'est quoi l'institution corruption qui a été créée dans notre pays, mais malheureusement apparemment il n'a pas cité le nom de cette institution. J'ai dit la corruption. Donc moi personnellement je dirais que c'est vraiment un terme qui est tout à fait normal et parfait. Et là, je vais dans le même sens que Patrick en demandant à ce que ces programmes, comment dirais-je, la lutte contre la corruption soit un programme éducatif qui soit parmi, parce que quand vous allez demander aujourd'hui à la jeunesse, aux jeunes, de lutter contre cela, mais attendez, ce n'est pas à travers le panel. Ce n'est pas à travers le panel, parce que au fin fond, vous pensez qu'ils ont du courant, ils ont le moyen de pouvoir, comment dirais-je, suivre cela? Je ne pense pas. Mais si cela est dans le programme éducatif, même dans le fin fond du pays, je pense que les jeunes seront au moins instruits par rapport à ça. Mais s'il faut passer des panels en panels, comment dirais-je, conférence en conférence, en tout cas je pense que ça sera toujours un problème sérieux dans notre pays. Parce que ça, nous le savons tous, que la corruption, c'est d'abord, ça crée de la part au niveau des citoyens et comment dirais-je, une sorte de méfiance. De la part de ceux qui dirigent, parce que même cela entrave la démocratie. J'ai suivi le professeur qui a dit tantôt, parce que vous n'allez pas demander comment dirais-je, à un étudiant de ne pas corrompre, alors que le professeur lui-même exige aux étudiants de payer l'argent de, comment dirais-je, de droit d'auteur. Vous comprenez ça? Donc si vous ne payez pas les syllabus, vous n'avez pas de cote. Donc ça se complique davantage, d'où cette responsabilité-là ne doit pas seulement se limiter aux jeunes, mais au moins à ceux qui sont dans des postes de responsabilité, parce que aujourd'hui, quelqu'un qui assume une responsabilité de l'État doit prouver, comment dirais-je, être un exemple pour les autres en termes d'intégrité, parce que vous n'aurez peut-être pas besoin de me convaincre moi pour lutter contre la corruption, alors que le chef qui est devant moi, je sais que c'est un grand corrupteur. Il me sera difficile. Or, si je suis en face d'un chef qui est modèle intègre, mais c'est normal, cela va sauter directement que je vais copier ces derniers. Et en copiant ces derniers qui est intègre, donc ça veut dire que déjà la corruption à mon niveau n'aura pas de place. Donc, moi personnellement d'ailleurs, j'apprécie beaucoup la manière dont le chef de l'État est en train de voir les choses, parce que l'IGF, en tout cas à l'époque ça n'existait plus, donc on ne parlait même plus de l'IGF. Mais aujourd'hui, le président de la République a donné la vie à l'IGF. Aujourd'hui, les gens parlent de l'IGF, malgré qu'il y a encore des efforts à fournir avec l'IGF. Mais au moins, aujourd'hui, quand vous faites le tour, d'ici et là, vous allez vous rendre compte que les gens qui dirigent, ceux qui assument des postes de responsabilité aujourd'hui ont du mal à créer d'autres dépenses. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les entreprises publiques sont en train d'ériger des bâtiments administratifs. Mais qui dirait à l'époque, cela n'existait presque plus. Donc, et tout ça là, c'est le travail de l'IGF. Il faut dire, coup de chapeau à l'inspecteur général. Il faut d'abord commencer par dire coup de chapeau au président de la République qui a donné vie à l'IGF. L'IGF applique, il met en place les prérogatives qui lui reviennent. Bien sûr que oui. Et si je prends les propos de Patrick Moukadi, il a apprécié, dès son avènement à la tête de l'IGF, il a commencé à marcher dans les écoles, dans les entreprises. Il a reçu les jeunes de différentes tendances où il a prêché
de ne pas corrompre, de ne pas voler, de ne pas détourner. Et donc, il faut dire coup de chapeau à Gilles Alinguete. Je reçois l'autre invité qui nous a rejoint en retard, c'est Augustin Katukadjunda. Il est éditeur du journal La Cloche News. Augustin, bonjour. Bonjour, frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous nous suivez, vous venez en cours de l'émission, mais je sais que je n'ai pas encore donné la parole à Onehese qui va intervenir bientôt. Alors, vous venez d'arriver, vous nous trouvez en train de débattre sur la lutte contre la corruption. Vous avez suivi l'actualité. Hier, le président de la République a été dans le forum des inspecteurs généraux qui se sont mobilisés pour lutter contre la corruption. Et l'événement a eu lieu ici. Vous avez suivi aussi les uns les autres. Quelle est votre appréhension par rapport à la lutte contre la corruption? Merci beaucoup pour la parole. Je salue les co-débatteurs qui sont ici, qui sont sur la table de débat. C'est la première fois de participer dans cette grande émission qui fait écho. Et ce n'est pas, je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Pour plus aller dans le vif du sujet, et vous avez raison, le chef de l'État, comme dans tous les discours, il a toujours, depuis qu'il est président de la République, il a toujours parlé, il a centré son combat contre la corruption. Mais moi je me dis, le président de la République, après son mandat, il ne pourrait pas dire comme le président sortant Joseph Kabila qui le disait autrefois qu'il manquait 15 personnes autour de lui pour accomplir sa vision. C'est là où je m'inquiète. Et pour ne pas tomber dans des redites, parce que les amis ont dit beaucoup de choses. Et moi je me dis, la faute maintenant là incombe au serviteur de Dieu, le pasteur. Parce que nous sommes en face de nous des gens, qui ont raté l'éducation de base, excusez-moi, parce que avec l'éducation de base, les parents nous disent, quand nous sommes enfants, il ne faut pas corrompre, il ne faut pas voler et tout et tout. Il ne faut même pas ramasser les choses tomber. Et à l'école, les universitaires, les programmes établis ne donnent pas. Quand on n'étudie pas Diego Gao, on n'étudie pas le président français et d'autres histoires. Nous n'avons pas notre propre histoire. Et les programmes n'intègrent pas nos situations ou notre situation du Congo pour que les enfants... Les programmes de lutte contre la corruption. Il n'y a pas ça. Maintenant, qu'est-ce que les pasteurs, parce que je parlais de pasteurs, les serviteurs de Dieu ont une grande responsabilité, bien que les pasteurs, quand il y a des situations de corruption, ce sont eux qui passent à la télé pour critiquer le gouvernement. Ils oublient que ce sont les gens qui animent nos institutions aujourd'hui, la plupart viennent des églises. Et qu'est-ce qu'ils sont prêchés là-bas? On les prêche quoi? Donc pour vous, vous allez déjà au remède. Oui. Vous n'avez pas donné les causes. J'ai dit les causes, c'est que j'arrive. Nous sommes dans la lutte. Lisez, je vous amène à lire Proverbe 29, qui dit ceci: quand les justes se multiplient, le peuple sera dans la joie. Vous êtes pasteur ou journaliste? Je suis. Parce qu'à votre côté là, on ne va pas vous accepter.
Mais nous sommes dans les débats. Oui. Nous sommes dans les débats. On dit ceci, quand les justes se multiplient, le peuple sera dans la joie. Mais dans les églises, les constats, ce que je fais, c'est quoi? Il y a 3 sortes d'onctions dans l'église. Je vous donne l'information. L'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction royale. Pas financière. Je ne parle pas, je ne suis pas là-bas. Et les églises aujourd'hui, ils s'intéressent plus sur l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Ils oublient l'onction, ce qu'on appelle l'onction royale. Et j'arrive. Un peu rapidement, parce que le temps est parti. Le temps est parti. Ah, oui. On est SV me battre. Oui. Il n'a pas encore parlé. Et dans cette onction, ouais, il faut lutter pour enseigner nos fidèles comment gérer la chose publique. Vous pensez que les pasteurs ne le font pas? Les pasteurs ne le font pas. D'accord. Au coquin de poteau. Vous êtes d'accord avec Roland Dallot? J'ai dit bien. Il ne le dit pas. Roland Dallot, il ne le dit pas. Ces derniers temps, parfois ils se mettent à... Non, il faut seulement comprendre que les pasteurs prêchent. Et si les fidèles ne veulent pas écouter et appliquer la parole de Dieu. Mais vous savez, voilà pourquoi dans le gouvernement, si la corruption, si on accuse aujourd'hui le gouvernement, et il y a les corrupteurs, les corrompus et tout ça. Mais la plupart viennent de l'église catholique. Voilà. Non, bon, ne citez pas Ézéchiel. Voilà, j'ai compris. Le temps de vous ravitailler encore. On termine avec vous ce sujet. On passe à un autre sujet. Quelle est votre critique par rapport à tout ce qui a été dit sur base de la lutte contre la corruption? J'ai lu quelque part, j'ai suivi le chef qui dit que la jeunesse africaine est la victime de la corruption, mais elle doit et peut devenir l'antidote de ces fléaux. De quelle manière? Merci beaucoup. D'abord, le sujet est très important. Lutte contre la corruption. Et selon les dirigeants, ils parlent que ils veulent, donc, depuis tout ce temps, ils n'avaient pas l'idée de sensibiliser la jeunesse pour prévenir la corruption. Non, ne dites pas ça. Parce que Moukadi, en commençant, a dit que Gilles Alinguete était dans les écoles, il a croisé. Il a dit. Depuis, mais quand il dit depuis tout ce temps, donc, s'il vous plaît, parmi les étudiants que le vieux Alinguete a sensibilisé, combien ont déjà géré pour qu'on puisse évaluer? Il faut tenir quelque chose vrai que non. D'abord lui-même. Mais est-ce que toi tu as fait des statistiques pour trouver que parmi ces étudiants les jeunes sensibilisés qui sont employés, qui ne sont pas? C'est pourquoi là où j'ai déjà Moukadi, ne faites pas de l'amalgame. Si vous n'avez pas de statistiques fiables, si vous-même vous n'avez pas enquêté pour dire que j'ai vu Alinguete avait sensibilisé tel groupe, et dans tel groupe-là, il n'y a aucun employé, il n'y a aucun... Ok. Mais si vous n'avez pas fait des enquêtes, pourquoi vous dites qu'il n'y a rien? Vous avez fini? Oui, mais je vous remets seulement sur les rails. Essayez de m'accorder un peu le temps pour que je termine ma pensée. Oui, le temps vous l'avez. D'abord, ceux qui nous parlent de mobiliser la jeunesse pour l'anticorruption, quelle est leur moralité vis-à-vis de cette jeunesse? Avant de venir d'abord enseigner, d'abord un enseignant, c'est un modèle pour ses élèves, pour ses étudiants. Et aussi là, qui vont sensibiliser leur modèle par rapport à cette jeunesse qui, jusqu'aujourd'hui, la jeunesse est tentée de lire au point. Tous ces gens-là qui nous parlent, voilà. Est-ce qu'ils ont la crédibilité à cette jeunesse est-ce qu'ils sont mieux placés pour mieux parler de l'anticorruption? La jeunesse n'est pas dupe. La jeunesse est trop éveillée. Peut-être plus que ceux qui pensent que non, la jeunesse n'est pas éveillée. Pour ne pas aller plus loin, qu'il fasse d'abord l'exemple
les paix. Parce que vous nous parlez ici que l'IGF a sensibilisé les étudiants, tout ça. Il a sensibilisé les étudiants dans combien de provinces? Il a sensibilisé les étudiants dans combien d'institutions? Nous avons 145 territoires. Et vous nous dites que non, il a sensibilisé. Oui, c'est une façon juste de justifier lui aussi les frais qu'il a bouffés, de dire que non, j'ai sensibilisé. Évaluez d'abord celui qui a dit là que non, j'ai sensibilisé les institutions, les étudiants. Dépose-lui les questions que je viens de poser ici. Combien d'universités avez-vous déjà sensibilisé? Et combien de provinces avez-vous déjà sensibilisé? Et une chose que les gens veulent tromper l'opinion, ils voient que non, la République démocratique du Congo, c'est les chefs liés de chaque province. Non. Nous avons des territoires, nous avons des villes. Or, c'est une notion très capitale qu'il faut toucher les coins et les coins du pays. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas encore fait. Quand je dis que non, ils dormaient encore, vous prenez l'échantillon d'une institution, par exemple, qui était ici, l'INKIN, qui ne coûte même pas beaucoup d'argent, mais vous verrez que non, dans leurs frais d'émission, tu n'as pas vu ça. S'il vous plaît. C'est là qu'il... Tu es à la télévision. Tu n'as pas vu quand est-ce que l'IGF a bouffé l'argent, comme tu dis. Il faut bien poser, hein, il faut bien poser les jalons et il faut bien parler. Quand vous n'avez pas de la mission que l'IGF fait partie, par exemple, dans une université. Ici, quitter l'université, la ville, vous et moi, si on veut prendre la moto ici ou les transports, vous n'allez pas dépenser $100. Mais dans leur émission, ils ne vont plus mettre $100. Comment vous voulez... Donc, c'est ce que vous faites. Ça fait partie... C'est ce que vous faites. Parce que vous n'avez pas vu les billets de dépenses. Je ne comprends pas. J'ai affaire à un agent de l'IGF. Non. Je parle de la corruption. C'est les détails que nous sommes en train de voir. Je vous recadre. Quand vous voulez sortir un mot, il faut bien le peser. Bon, comme ils avaient payé, par exemple, 10 000 francs pour arriver là-bas, ça va, je vous conseille, ce n'est pas grave. Pendant cette formation là-bas, ils avaient dépensé 10 000 francs, comme vous aussi pouvez dépenser 10 000 francs de payer les billets, de faire les transports qui étaient ici, arriver dans une université. Ce n'est pas grave, je vous conseille. Je passe ici la corruption. D'abord, la corruption a plusieurs aspects pour en parler. Il y a ce qu'on appelle corruption morale. Il y a ce qu'on appelle corruption physique. Il y a ce qu'on appelle corruption matérielle. Parmi ces corruptions là-bas, même ce que vous voulez me faire là, ça fait partie d'une corruption morale pour que je puisse adhérer dans votre pensée. Malheureusement, je suis incorruptible. Je résiste. Ça fait partie. Alors, prenez par exemple celui qui nous parle de la corruption. Prenons d'abord la corruption morale. Quels sont d'abord la personne qui vient vous me parler de la corruption morale. Selon vous. Mais comment vous me coupez la parole? Non, mais je t'oriente. Selon vous, quelles sont les causes de la corruption qui gangrène la société congolaise? Quelles sont les causes? Vous changez la question? Allez-y calmement. La cause principale, il n'y en a pas seulement une cause qu'on peut épingler pour ceux qui concerne la corruption. Même s'il y a 100 causes, dites-nous, première cause c'est ça. Première cause c'est par manque de sensibilisation, de changement de mentalité. Ok. Deuxième cause, bon, il y en a plusieurs, mais je vais vous citer deux ou trois. D'accord. Deuxième cause, c'est les autorités qui veulent prendre les décisions ou les pouvoirs si les administrer. C'est-à-dire, les autorités, ça fait partie de la corruption morale. Non. C'est la corruption morale. Les chefs viennent vous dire, même s'il ne vous a donné quelque chose, mais quand il vient vous intimer l'ordre, vous êtes obligé à exécuter cet ordre là-bas sous forme que non, si j'ose faire ceci, ou soit pour que j'ai moyen d'accéder dans une place où je vais. Ça fait partie de corruption. C'est ce qu'on appelle la corruption morale. On vous écoute. Vous comprenez ça? Alors, ça c'est la deuxième cause. La troisième cause, selon ce que nous sommes en train de voir, c'est l'état de vie de notre peuple congolais. Alors je ne vais plus me limiter par là, il y en a plusieurs, mais je vais vous dire ceci. Si cette sensibilisation de l'anticorruption bardée ou prenait de l'ampleur,
comme les gens en parlaient pour le changement ou modification de la Constitution. Voilà que ça pouvait être important. Mais pourquoi certaines autorités, des partis politiques, de part et d'autre, ne parlent pas trop de la corruption, ils parlent seulement pour modification et changement de la Constitution? C'est quelque chose que nous devons réfléchir. Et la jeunesse elle-même est tentée de réfléchir. Comment ces gens ici, une chose qui est très importante pour la société, ils ne parlent pas trop, une chose qui n'est pas trop... Hein? Les gens parlent. D'accord. Professeur, pour finir ce débat, que faire pour que la lutte contre la corruption soit effective et que les gens puissent changer de mentalité et adopter de bonnes pratiques? Nous devons un peu rapidement, 30 secondes, hein, 30 secondes, on termine. Il y a la corruption structurelle où il y a nécessité des solutions structurelles. Exemple, nous avons un problème de philosophie. Nous n'avons pas une politique culturelle assez forte. Là, on parlerait même du ministère de la citoyenneté. Parce que vous savez, quand on est Mouzalendo, quand on est patriote, c'est-à-dire que Nakokufa Pone Kolo, je ne peux pas être corrompu, par exemple, pour la nation. Je pense que notre co-débatteur Patrick a été plus éloquent, c'est dans un programme. Mais quel programme? Parce qu'il faut constituer ces programmes-là avec de bases philosophiques solides. Ça, c'est du côté d'abord structurel. Quand vous allez du côté opérationnel, c'est là où nous voyons le pouvoir déjà exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Nous avons des instances qui représentent une sorte de leadership de la société. Et notre ami a parlé des églises, la croyance, etc., le chef coutumier, etc. Le peuple a besoin des exemples. Si ceux qui doivent donner l'exemple ne le font pas, je suis en train de vous le répéter, je pense qu'on l'a dit indirectement. Quelle que soit la sensibilisation, même si vous faites la sensibilisation matin, midi, soir, tant que le jeune sait que pour accéder au pouvoir, il faut que je puisse corrompre. Je vous donne l'exemple à l'école primaire. Maintenant, notre co-débatteur a été encore plus éloquent, papa Patrick. Ça va? Ben, les enfants se disent, pour que je sois voté chef de classe, il faut que je donne des bonbons. Et ça passe. Malheureusement. Et pourtant, il faut de la valeur pour devenir chef de classe. C'est pas celui qui a plus d'argent, parce que les bonbons, il faut juste avoir l'argent. Tu as un papa qui a l'argent, il te donne des bonbons, tu distribues des bonbons. Déjà, dès le départ, donc, ça va. Que faire? Vous proposez quoi? Il faut qu'on arrive à être concret. Je vous parle par exemple du ministère de l'Éducation et du ministère de la Citoyenneté. Ça va? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Il faut une organisation sur le plan structurel. Et opérationnel. J'ai parlé du structurel, même les lois, etc. Ça va, j'ai même parlé de la philosophie, où parfois on ne me comprend pas. Quand je parle de structurel, nous parlons en grande partie des lois. Ouais. Ça va? Ouais. Toutes les lois doivent faire en sorte que nous puissions avoir le moins de corruption. Vous savez, par exemple, les Japonais, selon un peu les informations, semblent être les gens les plus quand même moins corrompus, entre guillemets, ça va? Ben, tout simplement parce que c'est leur éducation. Harakiri, la parole a beaucoup de valeur. C'est-à-dire effectivement que quand je parle, je dois respecter ma parole. Parce que le fait de ne pas respecter ma parole, c'est une corruption. Mais une corruption qu'on se fait à soi-même. On n'a aucune personnalité. C'est-à-dire, quand je parle du ministère de la Citoyenneté, mais c'est tout un programme. Écoutons-nous tranquillement. Et là, nous parlons aussi du ministère du Média. Que fait le ministère de la Citoyenneté? Vous voyez, Bendele Kouyate. Vous voyez, il y avait la campagne à la RTNC pour l'hymne national. Où est partie cette campagne? Apparemment, c'était un coup. Sensibilisation, encore une fois. Même contre la corruption, la RTNC2. Effectivement, on n'a pas besoin de ces sensibilisations, vous avez compris. L'hymne national, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs nous sommes assis ici au plateau, si nous commençons l'hymne national, je pense qu'une seule personne, ça dit que de ne pas être moi, va finir l'hymne national, comme il est faux. Non, ici ce sont des patriotes. Oui, mais je vous assure, ce sont des patriotes. Je fais cet exercice, on ne va pas le faire, on n'a pas le temps. On peut commencer ici, exactement, mot à mot. Oui. Je vous assure, j'ai toujours 90% dans des universités et partout qui ne peuvent pas commencer des bouts congolais au début jusqu'à la fin. Donc au fond, on ne fait pas de vrais exercices, on fait des petits. D'accord, professeur. Et Patrick Moukadi, que faire concrètement pour endiguer la corruption? Merci beaucoup. 30 secondes. Hein. Oui. Comment faire pour endiguer la corruption? Déjà, quand Hillary Clinton est venue en RDC, elle a dit la corruption, c'est un virus
qui, si vous ne savez pas comment l'éradiquer, ça va détruire la société. Aujourd'hui, nous en subissons les causes. Et pour moi, j'ai dit, pour endiguer la corruption, partant de ce que venaient de dire les professeurs, j'avais déjà évoqué, on commence depuis le bas âge. Si le prof a pris votre substance, dites carrément sans objet. Partir depuis la base et aussi faire de la lutte contre la corruption une affaire de tous, sans exception, à tous les niveaux, dans les marchés. Je dis bien, quand je parle de marchés, je ne parle pas des supermarchés, les Gambela, Zigida, Zando, ainsi de suite. Dire à la personne qui perçoit les taxes chaque jour que cet argent, ce n'est pas pour toi, ni pour ta famille, ni pour ton chef. C'est pour les Congolais. Ça va contribuer à améliorer votre milieu, ainsi de suite. Et par rapport aux entreprises, aux institutions publiques, aujourd'hui nous avons l'IGF comme une institution de l'État congolais. Mais moi je souhaiterais qu'il y ait des IGF dans toutes les institutions. Dans toutes les institutions publiques. Il y en a. Ok. Il y a les inspecteurs de l'enseignement, de la santé, les inspecteurs des militaires. Moi j'ai appris que ces inspecteurs-là venaient et partaient. Ils ne sont pas permanents. Ils viennent, ils font leur travail, après ils retournent. Non, mais il y a un travail quotidien qu'ils font. Moi, je demanderais qu'ils soient permanents. La descente dans les écoles, c'est des moments. Et on doit sentir aussi la sanction, Gustave. On doit sanctionner sévèrement ceux-là qui se donnent jusqu'à ce jour à la corruption. Les corrompus et les corrupteurs. D'accord. Ils méritent vraiment la sanction. D'accord. Ntala. Oui, que faire pour endiguer la corruption? Avant de répondre à votre question, je dois revenir à ce qu'a dit tantôt. Rapidement, vous n'avez que 30 secondes. Hein? Il y a, deux sujets qui nous attendent. Apparemment, si vous allez vous convenir avec moi tous sur cette table, tous nous sommes d'accord que la corruption mine les bons fonctionnements de notre pays. Ça, en tout cas, personne ne va me contredire. Mais sauf que s'il y a les efforts qui sont en train de se diriger dans ce sens-là, il faut quand même encourager et puis applaudir ces efforts-là. Parce qu'on ne va pas rester là, il faut continuer à dire non, la corruption, alors qu'il n'y a pas des efforts, il n'y a pas de signaux dans ce sens-là. Mais sauf que, pour revenir à votre question, moi je pense que la sensibilisation, en dehors du système éducatif, qu'on doit inclure la lutte contre la corruption dans le programme éducatif de notre pays, mais il y a aussi la sensibilisation à tous les niveaux. Et pendant ces sensibilisations-là, dire à la population les désavantages de la corruption. Et je pense qu'à un certain moment, tous nous allons quand même prendre conscience, et ce n'est pas par un coup de bâton magique que cela va se réaliser, dire oh non, c'est fini la corruption, non. C'est quelque chose d'ailleurs, c'est comme a dit Patrick tout à l'heure, que c'est un virus qui est déjà ancré dans le chef des gens. Quand un chef qui arrive, il y a les gens qui sont là, qu'il trouve au niveau de l'administration. Mais chef, vous savez que là, il y a une somme qui sort, il faut commencer déjà à pointer. Donc ça, c'est ça le problème. Et je pense aussi qu'il faut renforcer les systèmes judiciaires de notre pays. Et vous ne parlez pas de l'administration. Tous, vous n'avez pas parlé de l'administration. Oui, mais quand nous parlons déjà... L'administration corrompue, c'est fini. Oui, mais effectivement. Ouais. Parce que lorsque je parle du renforcer les systèmes judiciaires de notre pays, des sensibilisations, ben, nous n'allons pas peut-être nous limiter au niveau de la population. Et la population, quand on parle de la population, il ne faut pas seulement voir le petit peuple. Il faut voir aussi ceux qui dirigent. Ils ne sont pas exclus avant d'être dirigeants ou personnalités politiques ou quoi que ce soit. Ils sont d'abord peuple. Mais quand on parle de sensibilisation, ça veut dire que tous nous devons être sensibilisés. Parce que c'est une affaire qui nous concerne tous. D'accord. Vous voyez? Donc renforcer les systèmes judiciaires de notre pays. Parce que quelqu'un qui est corrompu doit se retrouver au niveau de... comment dirais-je? En prison. Et doit répondre de ses actes pour que les autres puissent se méfier de cette action-là. D'accord. Donc c'est ce qu'il faut faire en tout cas. On essaie. Que faire pour endiguer la corruption en RDC? Merci. D'abord, pour mettre fin à ce fléau qui nous attaque déjà à la porte, il faut que les sanctions soient d'abord plus sévères. La peine de mort. Ce n'est pas exclu. Là, c'est pour les autorités qui sont couvertes par leurs oncles et leurs familles, peine de mort. Alors, on descend un peu. À ce que nous ne connaissons pas, les petits buts, comme on traite les autres, les peuples et les sous-peuples et tout ça, les petits peuples là. S'il y a un élève
par exemple, qui part corrompre, d'office chassé de l'école. Et l'enseignant aussi viré. Mais vous les chassez dans une école, il sera... J'ai dit, quand on dit chasser de l'école, les sanctions vont s'en suivre. Il est banni. On regarde encore au niveau... Et il reste sans éducation. On regarde, ça sera une leçon pour tout le monde. Et il devient qui? Ça sera une leçon pour il tout va le monde. Devenir qui? Ça va aider. Alors, vous remontez encore au niveau de l'administration. Ouais. Je sais que pour monter des grades, pour monter par exemple n'importe où, il y a certains travailleurs ou certains agents qui passent chez leurs secrétaires généraux, leurs directeurs, faire quelque chose, faire des beaux yeux. Et voir même certains cabinets politiques, surtout, et qui sont des marchandés. Pour te faire monter des grades, aujourd'hui tu deviens comme ça. Alors, si on apprenait, les mieux placés apprenaient, et tout le monde surveillait tout le monde. Si on se surveillait tous, là ça sera bien. Même certaines autorités qui nous parlent, si on apprenait que non, vous êtes aussi du nombre, vous démissionnez. Vous démissionnez, vous êtes arrêté. Que cette honnêteté soit d'abord, c'est les gens qui cherchent à venir nous sensibiliser, ça c'est une bonne chose. Merci, merci. D'ailleurs, j'ai bien retenu une chose dans tout ce que vous avez dit là. Nous devons nous surveiller. Oui. Les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Oui. Pour arriver les sanctionnaires aussi doivent éradiquer la corruption. Je termine avec vous. Vous êtes journaliste ou pasteur? Je suis les deux. Non, mais ici vous êtes journaliste. Moi je parle comme journaliste. Si moi je parle comme voilà. Maintenant parler comme journaliste. Que faire pour indiquer la corruption? Vraiment, je vous convie tous et ceux qui nous suivent d'aller lire Proverbe 29:2. Tant que le méchant domine, ce que vous dites là et ce que nous chantons comme corruption, ça ne va pas finir. D'où les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes. Quand vous dites serviteurs, ajoutez aussi les imams. Mais ce sont les serviteurs. Quand je parle des serviteurs, imam là c'est dans la langue que vous ne comprenez pas. Ce sont des pasteurs. Ce sont les pasteurs, quand je dis les pasteurs et les imams y compris. Voilà. Nous disons, quand les méchants dominent, quand les méchants, ceux qui nous dirigent sont nombreux, les méchants sont nombreux et ils sont dans des institutions, ils sont au gouvernement. Et à la commune, ce sont les enseignants. Oui, quand ils dominent, le peuple ne sera pas dans la joie. Et que faire? Il faut faire partir tous les méchants. Partir ou bien les prêcher aussi. Non, à cet âge-là, je dis bien. À cet âge, on ne peut pas changer. Mais laissez-moi vous voulez dire que l'arbre est déjà courbé. Je vous dis, et je répète, il faut les sensibiliser, il faut aussi les prêcher. Parce que la corruption, c'est un péché. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, terminé, parce qu'on je vous dis, et je reviens sur ça, des sensibilisations, oui, les serviteurs de Dieu que vous êtes, vous n'êtes pas exclus, collaborez avec notre justice, dont je salue le ministre d'État Moutamba, qui est même contre les pasteurs, mais oui, vous l'encouragez. Il n'est pas contre. Même parmi les pasteurs, il y a aussi le méchant. D'accord. Il n'est pas contre le pasteur. Et nous disons, tant que le méchant... Je pensais que le pasteur allait dire qu'il est contre nous. Non, il n'est pas contre. D'accord. Tant que le méchant va continuer à régner, tout ce que nous pensons pour la corruption, je vous dis, mes chers amis, ce serait difficile. Et cette fois-ci, faisons tout pour faire partir les méchants à travers le travail que nous allons faire autour de structures comme GPMC, groupe de pasteurs missionnaires du Congo. Merci. Vous êtes journaliste, pasteur. Vous me mettez en difficulté. D'accord. Voilà. On termine, on aborde le deuxième sujet. Où les journalistes ne peuvent pas faire autre travail comme pasteur. On aborde le deuxième sujet. Le portefeuille de l'État impuissant. Donc faire du portefeuille de l'État impuissant levier
de la croissance économique et du développement de la République démocratique du Congo. Voilà les thèmes qui est exploité depuis hier aux États généraux du portefeuille. Suivons d'abord ce reportage et on revient sur ce plateau. Outre le thème central, ce forum sur les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État tablera autour de 6 panels, à savoir le cadre juridique institutionnel du portefeuille de l'État et la réforme des entreprises publiques. Le deuxième sera consacré à la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État. Le troisième s'attellera sur l'amélioration de la performance des entreprises publiques, le contrôle de la gestion, la lutte contre la corruption et détournement. Et le quatrième panel, le cinquième, va s'orienter vers la relance des entreprises du portefeuille et le sixième traitera du portefeuille de l'État et le développement social. Les participants à ces assises vont poser les diagnostics en examinant les mots qui rangent les entreprises du portefeuille de l'État. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussard, entend voir les entreprises performantes et accroître efficacement leur contribution au budget de l'État. La situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Dans l'ensemble, elle traverse une crise profonde qui se caractérise par des résultats négatifs récurrents, le vieillissement du personnel, l'endettement excessif, le faible niveau d'investissement stratégique, le faible taux de recouvrement des créances, la spoliation de leur patrimoine, la corruption et le détournement. Elles sont victimes de décisions judiciaires iniques et saisies intempestives de leurs biens et font face à des difficultés d'accès au financement public et privé. Toutes ces faiblesses sont dues principalement par une gouvernance inadéquate, un cadre légal et réglementaire inadapté, de faibles performances économiques, une gestion peu orthodoxe, faible niveau d'intervention de l'État dans le financement dans les secteurs stratégiques et à rentabilité économique avérée. Il est donc indispensable de prendre des résolutions audacieuses qui donneront lieu aux réformes courageuses telles que suggérées, afin de permettre aux 10 entreprises de réaliser des bons des crapauds susceptibles de transformer la trajectoire économique de notre pays et répondre, au-delà des défis économiques et sociaux, aux enjeux démographiques. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a personnellement ouvert ces assises. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse. Faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Avec un portefeuille conséquent d'entreprises publiques, de sociétés d'économie mixte et de participations indirectes, le pays a toutes les cartes en main pour devenir un acteur économique majeur sur le continent. Cependant, ces atouts restent largement sous-exploités, entravés notamment par des pratiques obsolètes héritées du passé qui freinent leur plein potentiel. Il est temps que les entreprises du portefeuille de l'État deviennent des modèles d'excellence et de compétitivité, capables de créer des emplois, de contribuer aux recettes publiques et d'offrir des services de qualité à nos concitoyens. Et de cette manière, propulser notre nation vers une nouvelle ère de prospérité. Je déclare ouvert les états généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Il s'est de signaler que ce forum prendra fin le 14 décembre prochain, soit 5 jours d'activité. Cette fois-ci, vous avez suivi le ministre du portefeuille, autant des griefs, autant des causes, autant de défis dans les secteurs du portefeuille des entreprises publiques. Votre réaction? Je parlerai ici comme un journaliste de terrain et je regarde les figures, toutes les figures, je regarde toutes les figures sur la télé, je vois que les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui ont abusé hier, les mêmes personnes qui continuent à faire de bons discours. Je ne vais pas citer les noms des gens, mais je me dis, encore une fois,
Cette rencontre-là, ça s'appelle une rencontre budgétivore. Qui, à mon avis, je pense qu'ils réfléchissent pour améliorer la gestion des entreprises et tout consort. Mais je me dis, avec de telles personnes, des mêmes personnes-là, qui sont là-bas les méchants, comme je venais de le dire. Mais laissez-moi. Pourquoi me couper? Vous m'avez donné que 2 minutes. Allons-y. Je vous ai dit ici, je venais de le dire dans notre thème que nous venions d'échanger, d'évoquer ici, c'est la corruption. Mes chers amis, commençons par échanger des personnes. Les méchants que moi je vois, moi j'ai vu des méchants comme journaliste de terrain et habitués à entrer de gauche à droite et voir ce qu'ils font. J'ai dit, avoir des mêmes têtes, qui font les mêmes discours, il y a risque que les fils de Sphinx disent encore demain que je n'avais pas 15 personnes pour... Donc vous ne donnez pas je ne donne pas la chance à ce forum. Et ce forum-là, encore une fois, c'est budgétivore pour donner que les frais d'émission comme vous nous dites. Interdire aux Congolais de réfléchir. Je n'interdis pas aux Congolais de réfléchir. Et j'ai dit tout simplement que les mêmes têtes qui ont dérangé hier. Mais est-ce que vous avez suivi les discours du chef? Le chef dit que ce qui y a abusé hier, les fléaux d'hier, mais c'est avec les mêmes personnes, les meilleurs stratégiens. On n'a pas changé la machine. Il n'y a que les méchants dominent. Encore une fois, les méchants dominent. Tant que les méchants dominent, il est difficile qu'on peut attendre, qu'on pourra attendre de bonnes choses dans cette rencontre. D'accord. On a essayé. Merci, je vous donne la parole avant. Oui, merci. J'ai suivi les discours comme vous avez aussi suivi. Et les états généraux du portefeuille, c'est-à-dire des entreprises publiques de l'État, voir comment ils évoluent, tout ça. Et nous voulons seulement regarder comment ça va évoluer, que ça ne soit pas les discours. Parce qu'avec les discours, nous en avons déjà marre. Plusieurs discours. On attend, on parle, tout ça. Mais ce que nous voulons voir pour le moment, parce que là-bas j'ai suivi, le président a dit que non, ce qui était passé, c'était déjà obsolète. C'est-à-dire ce qu'ils veulent ramener aujourd'hui, c'est déjà, mais ils ont déjà mis ça, ils ont mis ça à jour. À la performance. Ils ont mis ça à jour, on ne refuse pas, mais il faut d'abord voir de quelles conditions ils sont nommés. Alors, s'ils sont nommés dans de bonnes voies. Parce que d'ailleurs même le président, quand il a parlé que non, obsolète déjà, d'abord les 5 ans qu'il vient de passer, il était avec ces gens-là. C'est lui qui les a nommés. Il ne voyait pas que c'était obsolète. S'il vous plaît, il a dit les mots de l'entreprise obsolète ne viennent pas de moi. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ou j'ai mal suivi. Ou soit vous devez suivre. C'est-à-dire ceci. Mais je ne comprends pas les minutes que vous nous donnez, vous-même vous les consommez. Non, mais je te recadre. Les peu de minutes même que vous nous donnez, obsolète. Et jusque-là, que vous expliquez dans ses propres termes. Non. Ce qui est vrai que... S'il a bien suivi, qu'il paraphrase le président, tel qu'il l'a dit. Ne dites pas, il a dit obsolète, donc les hommes obsolètes. Non, il faut rester dans les termes. Si vous voulez paraphraser quelqu'un. Mais les peu de minutes que vous nous donnez, allez-y, vous les récupérez et vous allez voir que non, nous n'allons pas terminer le sujet parce que vous prenez trop de nos paroles. Non. Alors, moi, je vous dis ceci. Les 5 ans passés, c'est lui qui a nommé
les dirigeants de ces entreprises, c'est le même chef. Et peut-être, je ne comprends pas, ou c'est cette année qu'il a compris que non, les entreprises n'évoluaient pas, qu'il vient de faire ceci, bon ça va. On n'a pas trop de commentaires là-dessus, on observe. Tala. Oui, en tout cas, je crois que mon frère Suleiman, en tout cas, il faut vraiment en tout cas comprendre que les choses avancent et vous n'allez pas quand même chercher à ce que, bon, comme il y a eu 5 ans qui est déjà passé, et bon, ça veut dire qu'on doit continuer à évoluer comme ça. Oui, c'est normal. On peut s'arrêter à un moment donné, comprendre que non, en tout cas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faudrait maintenant chercher à renforcer pour que ces portefeuilles soient productifs, comme le président de la République comment dirais-je, l'a souligné dans son discours, voire même le ministre du portefeuille. Mais vous n'allez pas ici dire que, bon, est-ce que pendant ces 5 années passées à la tête du pays, il n'avait jamais compris que ces entreprises-là n'étaient... Non, il ne faut pas dire ça. Parce que le fait d'organiser, comment dirais-je, le forum, cela ne voudrait pas dire que ces entreprises-là n'étaient pas productives. Mais sauf que c'est une façon de renforcer les capacités des uns et des autres, que chacun puisse prendre davantage ses responsabilités pour comprendre que non, on doit travailler d'arrache-pied pour produire plus de ce que nous avons toujours produit. Avec les mêmes gens. D'accord. Non, les mêmes gens, ça n'exclut pas, parce que vous pensez qu'il faut toujours changer de gens, parce que si aujourd'hui vous êtes à la tête d'une entreprise publique et demain on doit changer une autre personne, après demain vous pensez que c'est là, en ce moment, qu'on va plus produire, que en lieu et place de redynamiser ceux qui sont là et faire comprendre, comment dirais-je, leur mettre en face de leurs responsabilités, et question que chacun puisse comprendre que non, je dois travailler pour produire plus et donner des résultats que le pays attend de moi. Et je pense que c'est normal qu'il y ait un renforcement des capacités, question de permettre aux uns aux autres, au sens des responsabilités, et de travailler davantage. Donc je pense que mon frère Suleiman, en tout cas, il faut comprendre que c'est pas mauvais que aujourd'hui qu'il y ait état généraux, bien forum sur comment dirais-je, les entreprises publiques. En tout cas, c'est pas mauvais, je pense. Alors, Patrick Moukadi, je ne sais pas si vous allez faire aussi comme les autres. On vous présente les causes, mais vous vous attaquez toujours aux hommes. Si vous avez bien suivi les ministres du portefeuille, mais il a commencé par dire que la situation des entreprises est préoccupante. Et il a énuméré. Donc, on ne vous épargne pas de tout ce qui a été dit. Il a même lui-même dit, le cadre légal est obsolète. Ça signifie les lois telles que conçues pour régir les entreprises avec les réalités d'aujourd'hui, ça ne va pas. Il faut soit modifier ou il faut de nouvelles lois pour permettre aux entreprises d'être performantes. Mais lorsque vous vous attaquez directement, Jean-Lucien Boussé, il était où? Il était au commerce extérieur. Les chefs le nomment au portefeuille. Il arrive, il trouve que ça ne va pas. Il regarde à gauche, ça ne va pas. Il dit, que faire? J'ai réuni toutes les intelligences, toutes les parties prenantes, on réfléchit pour tracer un nouveau chemin, de nouvelles dispositions pour relancer l'économie et relancer les entreprises qui constituent un poumon économique. Ou bien, et directement, quand vous dites les gens, non, mais les gens doivent réfléchir. À un moment, on peut s'arrêter et c'est poser des questions. Est-ce que nous marchons ou bien nous allons nous lancer dans l'évaluation dans le ravin ou bien. Voilà. Alors, Patrick Moukadi, rapidement, et puis on termine avec le professeur. Merci beaucoup, Gustave. Les états généraux des entreprises publiques, personnellement, j'ai soutenu la démarche de Jean-Lucien Boussa. Je l'ai soutenu tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de faire l'évaluation des entreprises. Je me suis fait une petite idée de la GECAMIN que je connaissais des années 80, 90, de l'AMIBA des années 80 et 90, de l'ONATRA, toutes ces entreprises qui ont soutenu l'économie du pays, oui, qui ont fait la pluie et les beaux temps à l'époque. Aujourd'hui, ces entreprises n'existent que des noms. La GECAMIN morcelée en plusieurs morceaux, la GECAMIN qui, moi quand j'ai appris qu'il y avait des agents de la GECAMIN qui allaient en grève, j'étais surpris. Parce que, ayant vécu longtemps à Lubumbashi, nous autres là, nos parents,
mon grand-père a travaillé à la Gécamine, mais pas mon papa. Mais nous avons bénéficié de beaucoup des avantages de la Gécamine. À une époque, à Lubumbashi, chaque parcelle avait droit à des laits, à des laits en bouteille. C'était gratos, on ne vous vend pas. On vient, vous êtes à combien? Vous êtes à 4 dans la maison, on vous amène 2 casiers de lait. Il y avait la SNCZ à l'époque, la SNCC, qui vous transportait. C'est-à-dire, ces entreprises, quand ils étaient performantes, dans leur apogée. Voilà, dans leur apogée, on a senti que même l'économie du pays, quand même c'était à l'époque là de Mobutu, même l'économie du pays tenait. Aujourd'hui, avec tout ce que les ministres venaient de diagnostiquer, mais ce ne sont que des moribonds. Ces entreprises aujourd'hui ne sont que moribondes. Des canards boiteux. Des canards boiteux. Il a parlé du personnel vieillissant. Pourquoi il y a des personnels vieillissants? Parce que c'est vieux, il a peur de quitter l'entreprise, ne sachant pas quel sera son avenir. Il n'y a pas de garantie. On est en retraite. Oui, il va en retraite. Nous avons vécu avec des enseignants, il va en retraite moyennant... Et donc, vous saluez l'avènement des États généraux? Je salue ça, je les encourage, mais que cela ne s'arrête pas seulement au niveau des beaux discours. C'est ça, il y a eu les États généraux de la justice. Avant les États généraux de la justice, nous avons abordé quelques avocats, quelques justiciers. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu d'autres États généraux de la justice. Plus ou moins 300 recommandations. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? On a appliqué 21 seulement. Voilà, mais bon, les 21, on les a appliqués, on n'a pas senti sur terrain. Là, ça fait la joie de Onesse. On n'a pas senti la gestion peu orthodoxe. La gestion peu orthodoxe. Ça, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a aussi un problème dans les choix des personnes que nous choisissons pour gérer ces entreprises. Les problèmes se trouvent au niveau... Les politiques se mêlent, Les politiques se mêlent toujours. Dans la gestion. Dans la gestion. Mais parce que la nomination est politique. Vous ne voulez pas que... Mais si vous suivez très bien la démarche des syndicalistes, oui, ils vous diront que chaque fois qu'on nous amène des politiques, comment la gestion devient difficile. Aujourd'hui, sans citer les noms de ces entreprises, il y a des conflits qui ne disent pas leur nom entre les PCA et les DG. Soit l'un est du camp politique X, l'autre est de l'autre camp politique. Et ça entrave le bon fonctionnement comme c'est à l'AMIBA. Voilà. Professeur, on termine avec vous. Malheureusement aussi notre temps est fini. Oui. Vous, je crois que c'est votre domaine. Qu'est-ce que vous pensez de ces états généraux du portefeuille? Tout en encourageant les états généraux, je suis très inquiet parce que nous n'allons pas vers des pistes de solutions. Nous ne prenons pas le courage pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Le président de la République a été clair. Il a dit indirectement, d'une façon ouverte, que ça ne marche pas. Le ministre l'a dit, ça ne marche pas. Pour l'instant, plus ou moins 20 entreprises de portefeuille, ça va, mais avec un chiffre d'affaires annuel de moins de 2 milliards de dollars. Plus ou moins 1,7 milliard de dollars. Et qu'effectivement, tout est obsolète. Je ne répète pas dans ce sens-là. Ce constat-là, comme ça s'est fait dans la justice, comme ça s'est fait au portefeuille, mais c'est clair, il n'y a pas de vrais investissements exactement pour les entreprises du portefeuille, parce qu'en grande partie, l'argent est consommé dans l'administration qui n'est pas l'administration effectivement des entreprises, donc de la production de la République démocratique du Congo. Nous proposons au chef de l'État, on n'a plus besoin de paroles, Excellence, Monsieur le Président. Vous êtes le numéro 1 du pouvoir exécutif, et le Premier ministre est numéro 1 du gouvernement. Donc le pouvoir exécutif est là pour prendre les risques nécessaires, pour qu'on se rappelle qu'il y a eu des gens qui sont arrivés, ils ont fait ce que je propose, une révolution politique, une révolution économique pour ce faire. Parce que sans révolution économique, nous resterons en train de nous plaindre en disant effectivement que non, les entreprises du portefeuille sont non performantes, elles ne produisent rien, et comme quelqu'un l'a si bien dit, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Les entreprises du portefeuille, et ça s'est empiré quand j'enseigne les cours d'administration publique, ça s'est empiré avec le guerre. Ça va ce qui fait que l'administration publique ou bien les entreprises du portefeuille sont devenues totalement politiques.
Tous les DG sont pratiquement à plus de 80% politiques, nommés par une autorité morale. Ce sont des cadeaux. Naturellement, comment vous allez vous étonner qu'il n'y a pas de performance? Il n'y a pas de performance parce que vous ne mettez pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, comme l'a dit indirectement le pasteur. Donc, excellent, Monsieur le Président, ça va. Certes que j'ai vu le thématique qu'il y a, mais il manque encore comme aux États généraux. Ça va. Une des thématiques qu'on veut, c'est la philosophie. Il n'y a pas de philosophie pour nos 20 entreprises, pour nos entreprises du portefeuille. Qu'est-ce qu'on veut de ces entreprises du portefeuille? Le chef de l'État doit donner l'impulsion, c'est ça la vision. Le peuple d'abord, bon, apparemment ça c'est un slogan, mais il nous faut vraiment une vision, une philosophie. Moi j'ai proposé que Jitegemea, Tomilou Kela, Tuso Sangemo Situji Kebela. C'est-à-dire que nos entreprises du portefeuille doivent produire de l'argent, de valeur ajoutée. Vous ne produisez pas 2 milliards, c'est rien. C'est absolument rien. Il faut noter, comme mon co-débatteur était en train de le dire, que vers les années 80, Miba Jekamine, ça prenait plus ou moins 50% du budget national. Et là, prenez par exemple les City Train. Depuis que nous parlons des City Train, tout le monde sait qu'on a besoin des trains pour résoudre le problème de la mobilité, des embouteillages de la République démocratique du Congo. Ça touche aussi l'histoire de l'Obito. Mon Dieu, mon roi. Partout où il faut investir l'argent, pour que nous puissions gagner, nous n'investissons pas et puis nous plairons après. Nous investissons sur des sensibilisations de la, et de l'opposition de la majorité de la Constitution et des histoires impossibles et nous ne gagnons pas l'argent. D'accord. Merci. Il faut revoir. Prenez le courage, tapez sur la table. Révolution, soyez le maître de la révolution. Toutes ces histoires-là, moi je suis. Merci. Heureusement que vous êtes d'accord avec moi. Merci. Merci. Il faut revoir, échanger, réviser la Merci beaucoup. Merci. On a fini pour aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas pu aborder le troisième sujet, la grève déclenchée par les professeurs. Et peut-être qu'on en parlera le jeudi prochain. Mais pour aujourd'hui, on a fini. Merci à vous qui étiez avec nous sur ce plateau. Augustin Katouka Djunda, Suleiman Onehese, Patrick Moukadi, Dadi Saleh et Tala Archip. Merci à la réalisation. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. La suite au prochain numéro. Au revoir.